Tu te rappelles Perrin Monogatari ? Non. Si certains types d'histoires reviennent si fréquemment dans la fiction pour la jeunesse, ou même plus généralement dans la fiction tout court, c'est parce qu'elles ont le mérite d'être si efficaces que pour les rater, il faut soit une profonde négligence, soit une extraordinaire incompétence. Ainsi, l'histoire du héros qui, partant d'une situation sans espoir, va malgré tout trouver le bonheur, c'est une recette qui marche bien en elle-même et qu'il est normal de retrouver partout. Dans la fiction pour adultes, ça donne nombre de romances où un personnage abîmé par la vie va trouver la force de s'en sortir en rencontrant l'amour. Dans la fiction pour enfants, ça donne nombre d'histoires d'orphelines où le protagoniste rejeté de partout va finir par trouver une famille qui saura prendre soin de lui. L'enjeu donc de la version enfant des histoires de héros qui s'en sortent, c'est que ce n'est pas le héros qui doit changer pour arriver à l'issue heureuse, mais son entourage. À quelques exceptions près, les personnages principaux de ce type d'histoire seront donc des héros plutôt passifs, qui supportent courageusement les aléas de la vie en attendant que la chance sourie à nouveau. Certes, il arrive que leur façon naturelle d'être soit par chance celle qu'il faut pour rendre le sourire aux adultes, mais pour arriver au bout de leur peine, il faudra qu'ils se contentent de rester eux-mêmes malgré les épreuves, et qu'ils évitent à tout prix de tenter des actions préjudiciables pour leur happy end. La plupart du temps. Perrin. On aura rarement fait d'orpheline aussi badass, aussi proactive, aussi fascinante et aussi injustement méconnue. Car Perrin, non seulement est l'héroïne d'un dessin animé des années 70, 10e opus du célèbre projet World Masterpiece Theater, qui adaptait une œuvre littéraire par an pour la faire découvrir à la jeunesse, opus jamais exporté en France et complètement tombé dans l'oubli, mais c'est aussi l'héroïne du deuxième roman vedette d'Hector Malot, plutôt connu pour être l'auteur de... Je suis sans famille et je m'appelle Rémi et je me balade avec mes amis. Cette deuxième histoire d'orphelin dont vous avez sans doute vaguement entendu parler. Bon, sans blague, tout le monde a entendu parler de Sans famille, le roman dont Rémi est le héros, et qui a eu pléthore d'adaptations, tant en film qu'en série, qu'en animé japonais, et en film adapté de l'animé japonais. Et pas de malentendu, le succès de Sans famille est mérité. C'est un roman superbe, touchant, bien raconté, facile d'accès pour les enfants, fourmillant de détails sur l'époque à laquelle il se passe, et les conditions de vie dans lesquelles évoluaient les pauvres de cette époque. Mais En famille, le roman dont Perrin est l'héroïne... est le roman dont Perrin est l'héroïne. Oui, c'est un argument de vente à soi tout seul. Et personne n'a lu En famille, et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autre adaptation que Perrin Monogatari. Ce qui, malgré l'incontestable qualité, je répète, de Sans famille, n'est vraiment pas juste. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais souvent quand un auteur a, parmi ses plus ou moins nombreuses créations, deux œuvres qui sortent particulièrement du lot, il y a toujours celle que tout le monde connaît, et celle que moi je préfère. Et autant dans le cas d'Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment, je suis toute prête à admettre que je préfère Raison et Sentiment parce que je l'ai lu en premier, et que les deux livres sont trop similaires pour qu'on en préfère un autre que celui qu'on a lu en premier, autant En famille, je l'ai lu en deuxième. Et il y avait toutes les qualités de Sans famille, mais lui, en plus, il avait Perrin. Bref, donc, Sans famille, il y a eu pléthore d'adaptations, et En famille, une seule que je connaisse, il y a longtemps, qui n'est jamais arrivée jusqu'au petit français. Et si jamais il y en a eu une autre depuis, je l'ai pas trouvée. Et pour rajouter à la confusion, il y a eu ça. Oui, Rémi est un nom de fille, vous avez pas vu Dr House ? Passons. Il faut savoir que les titres respectifs de Sans famille et En famille en version anglaise, c'est Nobody's Boy et Nobody's Girl. Le titre Nobody's Boy a été gardé en version anglaise pour la plupart des adaptations de Sans famille. Et tout naturellement, quand est sortie cette adaptation où Rémi devient une fille, le titre de l'adaptation a été Nobody's Girl. Tandis que l'adaptation du livre intitulé Nobody's Girl en anglais a pour titre anglais The Story of Perrin, ce qui, soyons justes, est la traduction littérale du titre japonais de la série. Mais je vois pas comment les petits anglophones pourraient deviner que le dessin animé Nobody's Girl est en réalité l'adaptation du livre Nobody's Boy et que le dessin animé The Story of Perrin est l'adaptation du livre Nobody's Girl.
J'imagine leur déception en revenant de la librairie. Quoique, dans le livre qu'ils auront acheté, il y aura Perrine. Ah, Perrine. Comme je disais précédemment, le concept de l'orphelin qui, en plus de trouver le bonheur en rencontrant une famille qu'il aime, lui apporte ce même bonheur en retour et sauve les adultes autant que ceux-ci le sauvent, ce n'est pas un concept inédit. Cédric, le petit Lord Fauntleroy, sauve son grand-père en lui apprenant à dépasser ses préjugés et à devenir bon. Marie, dans le jardin secret, rend le sourire à son oncle et à son cousin. Mais Cédric et Marie accomplissent ces bienfaits un peu sans faire exprès, parce qu'ils ont le caractère et l'énergie requise. Mais ils ne se font jamais consciemment la réflexion « Tiens, je vais agir de telle ou telle manière, ce sera une bonne méthode pour soigner la dépression dans laquelle sont engoncés les membres de ma famille. » Perrine ne dit et ne fait jamais rien qui ne soit pas dans le but de sauver son grand-père dépressif et malade. Et ce, même bien avant de l'avoir retrouvé. Pour cause, elle n'a pas réellement besoin de lui. Elle arrive à assurer sa survie par elle-même et trouve même sur son chemin des familles alternatives qui pourraient avantageusement remplacer ce grand-père si difficile à atteindre. Mais elle rejette ces alternatives avantageuses parce qu'elle sait que son grand-père, lui, a besoin d'elle, même s'il n'est pas immédiatement prêt à l'admettre. Et ça, par contre, c'est un concept original pour la fiction pour enfants. Il y a sûrement d'autres exemples, mais c'est quand même pas la recette la plus usitée dans ce type d'histoire. En tout cas, le choix de ce concept a pour avantage de nous donner un personnage principal particulièrement fascinant et inoubliable, qui justifie à lui tout seul l'intérêt qu'on peut porter à son histoire. Mais avant d'entrer dans les détails, laissez-moi vous raconter les déboires que j'ai dû traverser pour pouvoir vous livrer cette review. Perrine Monogatari, c'est une série vraiment complètement obscure. J'en avais jamais entendu parler. J'avais un projet de revoir Rémi sans famille pour savoir si c'est aussi chouette que je m'en rappelle, mais je n'ai pas encore accompli ce projet vu qu'en apprenant l'existence d'une adaptation de En Famille, traquer, déterrer, regarder, chroniquer cette adaptation est devenu prioritaire. Faute de mieux, j'ai commencé par regarder la série en VO sous-titrée anglais. Problème, au milieu de la série, pendant 2-3 épisodes, le fansubber a oublié de mettre les sous-titres. Imaginez mon désarroi. J'ai beau avoir lu le livre et savoir en gros ce qui se passe dans les épisodes non traduits, quelle frustration de ne pas savoir ce que donnaient ces événements en animation. D'autant qu'il s'agissait de passages très importants de l'intrigue. Allais-je renoncer? C'est bien mal me connaître. Aucune autre version sous-titrée en anglais ne semblait disponible sur tout Internet, mais les Allemands, loués soient les Allemands qui ne sont jamais en reste pour ce qui est de conserver et mettre à disposition les dessins animés les plus obscurs, avaient mis à disposition la totalité de la série en allemand, que je parle pas aussi bien que l'anglais, mais que je baragouine quand même assez pour arriver vaguement à suivre l'action. Du coup, laissez-moi vous parler d'un petit détail amusant concernant la version allemande. Adieu! Tempo Perrine. Bitte, chacun a son goût. Monsieur Fabry. On le saura, l'histoire se passe en France. Mais vous vous souvenez ce que je disais à propos des traductions ? Que ça doit être immersif. Je sais pas si les Allemands font ça tout le temps, mais Monsieur Fabry, en allemand, c'est Herr Fabry. Les petits Allemands doivent entendre le dialogue de la même manière que l'entendraient les petits Français. Les Japonais disent Fabry-san, que diable. Et attendez, ce n'est pas fini. Le jeu n'est pas fini. Il y a plus beau. Ich muss gehen, Madame la Cricri. Madame la Cricri! Ce personnage s'appelle la Rouquerie, pas la Cricri! La Rouquerie, c'est pas si difficile à prononcer que ça, bon sang de bonsoir de nom d'une pipe en bois! Ça ne peut pas être le traducteur qui a eu une mauvaise ouïe, c'est forcément délibéré. Si les noms avaient été transformés pour avoir des sonorités plus germaniques, je dirais que c'est pour que le jeune public allemand les entende mieux, mais non! Et c'est pas le seul nom que les Allemands n'ont pas daigné garder. L'âne palicard devient parical. Bon, là, c'est la romanisation qui a mal été faite, mais pour la Cricri, je n'ai aucune idée de pourquoi cette modification a eu lieu. Mais bon, c'est amusant à relever, et puisque les Allemands ont sauvé ma vidéo, je serais bien mal avisée de me plaindre d'eux. Mais ne tardons pas plus longtemps, laissez-moi vous raconter l'histoire de Perrine, The Story of Perrine, Perrine Monogatari. Il y a bien longtemps, bien avant le début de notre histoire, Edmond Pindavoine, fils d'un riche industriel français, rencontre Marie, à moitié anglaise, à moitié indienne, et en tombe follement amoureux. Marie étant sans le sou, le père d'Edmond, Wulfran, s'oppose à cette union, et menace de déshériter son fils s'il reste avec Marie. Edmond choisit donc Marie et s'enfuit avec elle aux Indes, où il vit quelques années. De leur union naît Perrine. Malheureusement, Edmond est loin d'avoir le talent de son père pour les affaires, il semble que ce trait de caractère ait sauté une génération, et le négoce qu'il tient aux Indes finit par faire faillite. Edmond décide donc de rentrer en France avec sa femme et sa fille, maintenant âgée de 13 ans, content que les années de séparation auront adouci son père et qu'il ne les rejettera pas. A priori, le manque d'argent est sa principale motivation pour tenter de se réconcilier avec Wulfran.
Mais vous verrez que les choses ne sont pas aussi simples. N'ayant pas assez d'argent pour le voyage, Edmond achète une petite caravane, un âne et du matériel de photographie et commence un long périple à travers le continent, gagnant son pain et celui de sa famille comme photographe itinérant, cheminant lentement vers la France. En Bosnie, Edmond tombe malade et meurt. Sa femme et sa fille continuent le voyage seuls. Marie prenant le relais de son défunt époux pour faire les photographies qui permettent de gagner leur pitance, et Perrine utilisant le talent commercial très probablement hérité de son grand-père pour attirer le client. En dépit du chagrin qui les accable après la mort d'Edmond, ces deux femmes ont de la ressource et du caractère. Elles ont de nombreuses compétences et parlent plusieurs langues. Elles pourraient trouver un emploi en Bosnie et assurer leur survie de cette manière, mais elles choisissent malgré tout de continuer leur chemin jusqu'à Marocourt, le village de France où habite le père d'Edmond. Pourquoi ? Marie y tient beaucoup. Elle y tient tellement qu'elle sacrifie sa santé dans ce voyage et tombe malade à son tour. Lorsque la petite charrette arrive à Paris, Marie est mourante. Se sentant partir, elle fait jurer à Perrine 2 choses. D'abord, rejoindre son grand-père. Ensuite, se faire aimer de lui. Il ne sera jamais explicitement dit qu'il s'agit là de la dernière volonté d'Edmond, qui, à défaut d'avoir pu rentrer et se réconcilier avec son père, veut que sa fille le remplace auprès de lui pour ne pas le laisser seul. Il ne sera jamais explicitement dit que son but en rentrant en France n'était pas uniquement d'assurer l'avenir de sa famille, mais également de retrouver son père, qui lui manque malgré tout. Mais comme je l'ai déjà dit, cette famille avait des compétences et de la ressource. Il y avait dans leur situation un certain nombre de solutions plus simples que traverser l'Asie et l'Europe en caravane tirée par un âne. Pour s'être obstiné à ce point, il fallait une motivation en plus. Fuir les problèmes d'argent en encourant d'autres problèmes d'argent, ça arrive, mais s'obstiner à le faire sur la longueur, ça cache forcément un autre but. Et la série souligne énormément cet aspect des choses. Le livre commence à la mort de Marie. La série, elle, commence juste après la mort d'Edmond. La première partie de la série raconte le périple de Perrine et sa mère pour aller de Bosnie en France. Ce sont des anecdotes qui ne sont pas dans le livre. Quand on regarde la série sans savoir où elle va, je suppose qu'on trouve que la situation traîne un peu. Les deux femmes arrivent quelque part, rencontrent des gens, les aident ou sont aidées par eux, puis repartent. On se demande à quoi ça sert. En ayant lu le livre, on sait. Ça sert à montrer qu'elles pourraient s'arrêter. Elles ont le choix. Elles se font des amis en chemin, elles passent par des endroits où il ferait clairement bon vivre, mais elles continuent. Parce que Wulfran Pain d'Avoine est à Marocourt, seul, malade, aveugle à cause de la cataracte, cerné par les profiteurs, et attend un fils qui ne rentrera jamais. Ce premier arc ajouté par rapport au livre est long. Il fait presque la moitié de la série. Mais je ne trouve pas que c'est un mauvais ajout. Il permet de donner plus de corps à l'enjeu. À part ces péripéties ajoutées, l'autre modification majeure de la série par rapport au livre, c'est que dans le livre, Marie fait promettre à Perrine de ne révéler son identité à son grand-père qu'après s'être fait apprécier de lui, pour qu'il se rende compte de quelle fille formidable elle est avant de savoir qu'elle est le fruit de l'union qu'il a désapprouvée. Dans la série, c'est Perrine qui prend cette décision d'elle-même parce que c'est somme toute la plus intelligente à prendre compte tenu du fait que Wulfran est borné et continue à maudire la femme qui lui a pris son fils. Ça a pour effet de rendre Perrine encore plus proactive qu'elle ne l'est déjà, mais comme elle l'est déjà bien, ça ne modifie pas grand-chose au final. Restée seule, Perrine va donc vendre tout le reste de ses biens, faire le reste du trajet à pied jusqu'à Marocourt, se faire embaucher comme ouvrière dans l'usine de son grand-père, puis être repérée pour ses compétences, devenir sa secrétaire personnelle de plus en plus indispensable et lui rendre peu à peu goût à la vie. Et avant d'en arriver au happy end où Wulfran comprend Perrine et sa petite fille et pardonne à Marie, elle aura eu le temps de lui apprendre aussi à devenir un meilleur patron pour ses employés. La dimension critique des conditions de vie des ouvriers dans la France du 19e siècle est un aspect important du livre et j'ai l'impression que la série a commencé par essayer de la faire disparaître dans un premier temps, parce que parler de politique dans les séries pour enfants ça passe pas forcément très bien, puis se rendant compte qu'améliorer la vie de ses ouvriers est une étape importante dans la thérapie de Wulfran, s'est mise à plaquer les problématiques sociales à toute vitesse dans les derniers épisodes. Du coup, ça fait un peu sorti de nulle part et introduit à la dernière minute, et ce serait le seul aspect d'adaptation que j'aurais à reprocher à la série. À part ce détail, la série est une bonne adaptation. Les modifications sont surtout des événements ajoutés, du même ordre que ceux du premier arc, qui, loin de modifier le sens global de l'histoire, le renforce en soulignant des aspects déjà évoqués dans le livre, mais moins détaillés. Tout au plus, Perrine se montre peut-être un peu plus douce et moins cynique que dans le livre, ce qui a pour effet de lui donner l'air un peu plus enfantin, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, vu qu'elle est quand même bien une enfant et que de toute façon, on ne lui retire rien de son étonnante proactivité, de son incroyable habileté, et de son incommensurable ingéniosité. Le résultat de ce choix d'adaptation, c'est que là où la Perrine du livre traverse les événements sans se laisser altérer d'un pouce par eux, la Perrine du dessin animé a une évolution. Elle commence par être obligée d'être l'adulte de la famille parce que sa mère est plus fragile qu'elle,
et finit par retrouver une place d'enfant dans la maison de son grand-père, libérée de toute autre responsabilité que de profiter de sa jeunesse et attendre d'avoir l'âge pour se conduire en adulte. Ce faisant, elle fait le parcours que la plupart des héros de voyages initiatiques font dans l'autre sens. L'enjeu est qu'elle cesse d'être obligée de tout gérer toute seule. Un défaut de la série pourrait être qu'on ne la montre pas spécialement malheureuse de tout gérer toute seule, et que plutôt que d'être soulagée de la voir s'accorder le droit de devenir un peu oisive, on est frustré que la personne compétente pour s'occuper de l'usine et du patron de l'usine soit consignée à la maison pour jouer avec son chien. Mais je passe outre car on a bien profité pendant le reste de l'histoire de combien cet enfant a été admirable, surprenante et fascinante. Perrine a de l'éloquence et un bon sens des affaires. Elle a l'instinct d'un bon vendeur et de grandes compétences manuelles. En outre, s'intéressant réellement au monde et aux coutumes des pays qu'elle traverse ainsi qu'à leur artisanat, elle a de bonnes bases pour fabriquer de ses propres mains tout ce dont elle a besoin pour vivre, avec tout le matériel qu'elle peut trouver sur son chemin. C'est Robinson Crusoe doublé de Oliveira da Figueira. Sauf qu'elle ne se préoccupe pas que de sa propre survie. Elle est capable de voir grand, de penser grand, de faire des projets pour toute une ville et sur le long terme. Elle est suffisamment fine psychologue pour amener les gens là où elle veut, et suffisamment bonne pour se servir de ce don dans le but d'améliorer la vie d'autrui plutôt que la sienne. La série lui donne parfois quelques sautes d'humeur, histoire de montrer qu'elle est encore enfant, mais c'est jamais long. Peu de choses à dire sur Vulfran Pindavoine, le grand-père. C'est un personnage classique de vieil homme bourru, extrêmement compétent dans son poste de dirigeant, mais seul parce que son refus de faire des compromis a éloigné de lui tous ceux qui avaient pour lui une affection sincère, et que le personnage principal va réussir à séduire pour lui apprendre à ouvrir son cœur. Enfin, lui apprendre... Là, à la rigueur, c'est un peu moins classique. Vulfran ne tire pas vraiment de leçon de cette histoire. Certes, il révise son opinion sur Marie à la fin, quand il réalise que Perrine n'aurait pas pu devenir ce qu'elle est devenue si elle n'avait pas été éduquée par une bonne personne. Et certes, quand il prend conscience des conditions de vie de ses employés, il décide d'investir pour les améliorer. Mais ce n'est pas ça qui va l'amener à remettre en question sa conduite passée. Tout au plus, il regrette d'avoir dit du mal de Marie devant Perrine au moment où il commence à la soupçonner d'être sa petite fille. Parce que du coup, il lui a donné toutes les raisons de ne pas lui avouer qu'elle est sa petite fille. La perspective que Perrine soit sa petite fille l'intéresse surtout dans la mesure où ça légitimerait l'affection de plus en plus grandissante qu'il a pour son indispensable petite secrétaire, qui n'aurait aucun prétexte pour adopter sinon. On ne le voit pas vraiment ressentir du remords. La nouvelle de la mort de son fils l'attriste profondément, certes, mais sa première conclusion est que si Edmond ne s'était pas obstiné à épouser Marie, il ne serait pas mort loin du foyer familial. Ce n'est que la perspective de transformer sa secrétaire en sa petite fille qui lui fait pour la première fois envisager ce mariage comme autre chose que l'événement qui l'a privé de son fils. Et le livre se termine par Vulfran réfléchissant au mariage forcé qu'il pourrait bien organiser pour sa petite fille de 13 ans, prouvant qu'il n'a rien retenu de son erreur avec Edmond. Mais ça, je pense que c'est juste un impensé d'Hector Malot. Bon, il a quand même retenu que la personnalité de l'époux est plus important que la fortune. On va dire que c'est déjà ça. De toute façon, et Dieu merci, l'animé a préféré remplacer ce moment de gênance par une scène toute mignonne où le grand-père et la petite fille valsent ensemble sous le ciel bleu. Ne pas évoluer quand on a l'âge qu'a Vulfran, c'est plutôt normal. Et le dessin animé nous apprend en quelque sorte à accepter les gens comme ça et les apprivoiser plutôt que d'essayer de les changer. Mais du coup, ça fait de Vulfran un enjeu scénaristique plutôt qu'un vrai personnage. Et du coup, paradoxalement, les personnages secondaires dont l'influence sur l'intrigue est assez faible sont plus vivants que lui. Je ne vais pas prendre la peine de présenter ces personnages secondaires, ça n'est pas forcément pertinent pour retranscrire l'impression globale que laisse la série, et anecdote ajoutée oblige, ils sont vraiment très nombreux, surtout dans le premier arc. Mais quelques mots tout de même sur le principal personnage ajouté. Ah! Mais non, pas le chien! Bon, ok. Quelques mots sur le chien, ensuite je vous parlerai de Marie. Perrine passe la plupart du temps de son histoire seule. Dans le livre, la narration nous transmet ses réflexions et états d'âme, mais dans la série animée, c'est une narratrice extérieure qui introduit et conclut les épisodes, et l'entendre constamment alourdirait considérablement le récit, d'autant que la plupart du temps, cette narratrice ne parle que pour dire des trucs évidents. それはかなり危険な手術でした。ビルフランにいつ気管支炎の発作が起こるかわからなかったからです。ペリーヌはひたすら神に祈りました。そして天国にいるお父さんやお母さんにも。Il faut donc que Perrine ait un confident, tout en restant une personne solitaire qui ne peut compter que sur elle-même. On lui a donc ajouté un chien, Baron. Il pourrait concourir contre le chat de Ryoma au prix de l'animal le plus mal doublé des séries animées. Baron est un... J'ai lancé un appel à témoins sur notre Discord pour déterminer quelle race de chien ça pouvait être, mais personne n'assume l'identifier.
Si je cherchais à savoir, c'est parce que tous ceux qui rencontrent Perrine, particulièrement les Français, trouvent que ce chien a une tête bizarre. Au point que je me suis demandé si c'était pas une race spécifique des Indes et si ça allait devenir un enjeu scénaristique important. Mais non, c'est juste une série de remarques en l'air là pour le gag. Baron est une mascotte comique sans vraiment plus d'utilité que de permettre à Perrine de monologuer sans avoir l'air folle. Mais comme elle se montre excessivement sévère avec lui, vu qu'il est un peu maladroit, et ce malgré le dévouement dont il fait preuve envers elle, ça lui donne plutôt l'air un peu méchante. Heureusement qu'il y a le reste de son caractère pour tout rattraper. あ、そうか。さっきやたらと吠えていたのは水が漏れてるのを知らせてくれたのね。そうだったの。お前もたまにはいいことをするのね。でもお前、普段私たちに信用がないから、せっかくいいことをしてくれたのに気がつかなかったんだわ。どうしたのバロン、早くいらっしゃい。Il n'a pas de moment de gloire dans la série, étant donné que les moments de gloire sont réservés à l'âne qui lui est dans le livre et qu'on ne pouvait pas garder tout le long puisque sa vente et les retrouvailles avec lui au cours du voyage sont une anecdote importante du récit. Bref, voilà pour le chien. Le principal personnage ajouté par la série, donc, c'est la mère de Perrine, Marie. Il peut paraître incongru d'avoir autant développé un personnage qui est destiné à mourir pour que l'intrigue principale commence. On développe aussi le personnage du père de Cédric dans Le Petit Lord, mais seulement sur quelques épisodes. Là, le voyage de Perrine auprès de sa mère dure la moitié de la série et sert uniquement à développer le personnage de Marie, puisque ces anecdotes ajoutées par la série ne seront pratiquement pas réévoquées dans la partie qui est plus directement adaptée du livre. Comme j'ai dit, je ne déteste pas cet ajout, et je trouve que le personnage ainsi campé, sans être aussi fascinant que sa fille, n'en est pas moins touchant. Marie commence la série très fragilisée physiquement et moralement par la mort de son mari, obligeant sa fille à être décisionnaire d'un peu tout ce qui est important. Ce n'est pas Wonder Woman. Son héroïsme consiste à dépasser sa faiblesse physique et morale et à développer ses compétences de photographe pour remplir son rôle d'adulte décisionnaire au lieu de le laisser à sa fille. Cette fragilité finit par la rattraper et par la tuer car elle est réelle et que quoi qu'en disent les animés japonais, la volonté ne vient pas à bout de tous les obstacles que la réalité pose sur notre chemin. Mais sa volonté de se redresser et de faire face lui donne une dignité que, je regrette de le dire, elle est loin d'avoir dans le livre. Où les deux seules choses qu'on sait d'elle, c'est que premièrement, elle refuse d'aller à l'hôpital pour ne pas laisser sa fille seule à l'hôtel, ce qui est idiot vu qu'une fois orpheline, sa fille sera de toute façon seule. Et deuxièmement, qu'elle fait promettre à sa fille de se faire aimer de son grand-père avant de lui avouer qui elle est, ce qui est plutôt une décision sage mais ne contrebalance pas le refus d'aller à l'hôpital. Certes, pour permettre à Marie de briller, il faut parfois retirer à Perrine le trop-plein de neurones qu'elle a et lui faire faire des bêtises un peu plus en accord avec son âge. Mais le résultat, c'est que les développements autour de Marie font de sa mort un moment plus poignant qu'il ne l'est dans le livre, et pourtant, j'ai tout aimé du livre. C'est d'autant plus remarquable que la mise en scène ne met pas l'emphase à laquelle m'ont habitué les séries japonaises autour de la tragédie vécue par les personnages. Certes, les moments les plus dramatiques sont très surjoués par rapport à leur équivalent dans le livre, mais dans l'ensemble, cette série dégage une impression de sobriété. Non seulement les dialogues sont tout simples, et à quelques exceptions près, on ne passe jamais plus de temps qu'il faut à décrire les tourments des personnages, mais en plus, la musique qui porte la mise en scène est loin d'être aussi mélodieuse que celle de Princesse Sarah. Oui, parce que Princesse Sarah, à part son horrible générique, ça a plutôt une jolie musique. Pas Perrine Monogatari. Pas que ce soit moche, mais c'est parfois bizarre. J'ai passé le visionnage à avoir l'impression que mon portable vibrait à cause d'une espèce de vrombissement qu'on entend dans le fond de la trame musicale. Et le générique est loin d'être inoubliable. 優しく頬を撫でるさあ泣くのはおよしペリーヌ Ça manque de Bernard Minet tout ça. En outre, les épisodes insèrent ça et là des éléments de comédie un peu étranges, qui vont avec la bande-son mais pas avec le style général de l'histoire, sur la maltraitance des personnes âgées ou sur la maladresse par exemple. Ajoutons que le dessin des personnages et des décors est assez simple, parfois même assez schématique. Ici, Perrine paie avec de l'argent invisible, et ici, la géographie de Maraucourt est variable, tantôt plaine, tantôt région montagneuse.
Mais c'est pas de la paresse graphique. Les animateurs ont quand même pris la peine de montrer des textes écrits et en français qui plus est, ce qui est plus qu'on peut dire de pas mal d'excellentes séries. Quant à la mise en scène, il arrive qu'elle fasse des choix un peu cheap. Il arrive au dialogue de faire oublier aux personnages ce qui s'est passé à la fin de l'épisode précédent pour pouvoir le leur faire réexpliquer et rappeler la situation aux petits spectateurs au début de l'épisode en cours. Par exemple, à l'épisode 37, les personnages évoquent Wulfran qui veut que Perrine devienne sa secrétaire comme s'ils en parlaient pour la première fois, alors que Wulfran en parlait déjà dans l'épisode précédent. Mais là encore, je peux pas qualifier ça de paresse d'écriture. D'une part, parce que ce sont des choix compréhensibles, il s'agit de manœuvres certes assez peu subtiles, mais efficaces pour permettre de suivre une histoire feuilletonnante en rappelant sans cesse les éléments qu'il faut avoir en tête. Ensuite, parce que les efforts que la série ne fait pas pour être cohérente d'un épisode sur l'autre, elle les fait pour rester cohérente de manière globale, et surtout pour rester fidèle à l'œuvre d'origine malgré les anecdotes supplémentaires qu'elle incorpore. Par exemple, lors de son trajet de Paris à Marocourt dans le livre, Perrine, qui se fait voler son argent, ne peut pas se nourrir. Du coup, elle tombe d'inanition au bord du chemin et c'est la marchande qui a racheté son âne qui la trouve par hasard et la sauve. La série a rajouté une anecdote où elle récupère son argent et parvient à manger. Là où les chevaliers du Zodiaque se seraient contentés de lui faire reperdre son argent une deuxième fois, voire de faire tomber ça dans un trou du scénario, la série prend la peine d'inventer une raison inédite pour qu'elle tombe malade et s'évanouisse au bord du chemin. C'est pas quelque chose qu'on fait quand on est paresseux. Et si les décisions que les personnages prennent dans les épisodes fillers sont parfois plus étranges que touchantes, ça n'empêche jamais l'émotion d'être présente et encore moins d'être authentique. Bref, je le répète, la mise en scène ne donne pas un sentiment de pauvreté, mais de sobriété. Peut-être parce qu'elle date des années 70 et compte parmi les premières séries du genre. Ou peut-être parce que la sobriété était la meilleure façon de raconter cette histoire. Toujours est-il que cette adaptation, quoique introuvable et jamais traduite en français, mérite qu'on s'en souvienne.